Bienvenue à nouveau. Cette fois, nous sommes à la session 4. Nous nous éloignons un peu plus du sujet précédent. Et cette fois, il s'agira de l'évolution et de la théorie de l'évolution. Il y a une différence entre ces deux-là, et c'est ce que nous allons examiner. Ce qu'est réellement la théorie de l'évolution. Si nous la regardons attentivement, est-ce qu'elle résisterait l'épreuve d'un examen minutieux? Ce que nous allons faire une fois de plus est de demander et de placer tout l'argumentaire et toute la discussion sur des prémices, les premiers principes du pourquoi faisons-nous tout cela. Alors voici les 4 que nous allons examiner. Numéro 1, la raison d'étudier et d'examiner l'évolution. Numéro 2, la signification du mot évolution. Numéro 3, la classification biologique telle que nous la connaissons. Et numéro 4, les concepts de l'évolution. Regardons-les chacun. Des raisons d'étudier l'évolution. Pourquoi devrions-nous réfléchir sur l'évolution quand tout le monde dans le monde scientifique dit que c'est vrai et que c'est bien et que c'est la chose qui s'est passée partout dans le monde? Eh bien, certaines personnes se demandent encore si les fondements de ces affirmations résisteront à un examen minutieux. Alors voici le contexte dans lequel nous allons examiner cela. Si la théorie de l'évolution a une base scientifique raisonnable, alors l'étude de la nature et des principes de la nature pourrait montrer que Dieu n'est pas nécessaire, parce que la théorie de l'évolution dit que cela s'est produit tout seul. La sélection naturelle est entrée en jeu et a formé tout le spectre d'organismes biologiques que nous avons aujourd'hui. Donc si cela est vrai, nous n'avons besoin d'aucune autre agence pour vraiment nous apporter à ce point de notre histoire humaine. Numéro 2. Si ce n'est pas raisonnable, pas scientifique, alors ces événements ne se sont probablement pas produits. Et si c'est le cas, alors la nature et son étude pourraient supporter l'affirmation selon laquelle nous avons besoin d'une agence surnaturelle que nous appelons Dieu pour être l'auteur réel de ces choses que nous voyons autour de nous et de nous amener à ce point de l'histoire humaine. C'est donc le contexte dans lequel nous allons examiner la théorie de l'évolution. Numéro 2, la signification de l'évolution. La plupart des gens, lorsqu'ils utilisent le mot évolution, ils pensent que tout le monde veut dire la même chose. Pas vraiment. Le mot évolution lui-même signifie des changements graduels entraînant une amélioration sur une période de temps. Donc ce sont des changements graduels, devenir meilleur et meilleur, c'est tout. Alors que la théorie de l'évolution est un type spécifique d'évolution, décrit par Charles Darwin. Il a dit que le point de départ était un organisme simple, puis il s'est multiplié et a fait quelques changements, et ces changements sont devenus si différents de l'original qu'il était censé être classé comme une autre espèce ou un autre genre. Puis il est passé indéfiniment d'une espèce à un genre jusqu'à ce que tout le spectre de la classification biologique que nous avons sur Terre aujourd'hui. Donc ces deux-là semblent similaires, mais ils ne le sont pas vraiment. L'évolution, ce qui signifie un changement pour le mieux sur une période de temps, est acceptable. En fait, ce sont des données d'observation qui nous permettent de dire cela. Oui, l'évolution arrive. La question maintenant est, est-ce que la théorie de l'évolution est aussi claire? Donc, nous allons au spectre de la classification. Le spectre de la classification des organismes biologiques, êtres vivants sur la Terre. Numéro 1, les espèces. Elles changent progressivement pour former des variations et des sous-espèces et des races et des types. Et la théorie de l'évolution dit que ces changements sont devenus si importants qu'il fallait classifier les organismes suivants comme différents des organismes précédents. Donc on est passé de l'espèce au genre.
puis eux-mêmes se sont multipliés. Et un groupe du genre est devenu tellement différent du groupe d'origine qu'il fallait qu'ils aient une autre classification. Donc en premier espèce, puis les genres, les familles, ordres, classes, phylum, royaume et domaine. Le domaine n'est pas vraiment ce que nous voyons, cela a à voir avec les noyaux des cellules. Si une cellule a un noyau, alors elle a été classée dans ce domaine, et si elle n'a pas de noyau, alors elle est classée dans cet autre domaine. Pour nos besoins, le niveau royaume est largement suffisant. Mais si vous remarquez, j'ai surligné le mot phylum, parce que nous allons l'examiner plus tard. Regardez où se situe phylum dans la classification, là-haut, très près de royaume. Donc, quand vous regardez le spectre de classification, il est assez grand. Alors, quand nous parlons d'organismes classés, c'est ce que nous voulons dire. Et la théorie de l'évolution dit qu'en commençant par un organisme, ils se sont ramifiés et sont devenus différents jusqu'à ce que nous ayons tous les organismes qui peuvent être classés de la même manière. Ainsi donc, quand nous regardons le mot évolution, cela signifie tellement de choses pour différentes personnes. Certaines d'entre elles l'utilisent pour une certaine partie de l'évolution, certaines d'entre elles l'utilisent, disons, pour le début de l'univers entier, et certains autres l'utilisent uniquement pour traiter de la façon dont un organisme est devenu une autre espèce. Clarifions cela un peu. Alors, regardons le concept de l'évolution. Parce que les gens utilisent ce mot de manière assez différente. Alors voici les concepts. Numéro 1, l'évolution cosmique, qui ferait référence à la façon dont l'univers est né et a évolué. Ce n'est pas l'évolution darwinienne, nous y viendrons dans un instant. Numéro 2, évolution stellaire, comment les galaxies et les étoiles se sont formées. Au début, c'était juste un rayonnement, et ces rayonnements ont obtenu des gaz et quelques éléments primitifs. Mais comment les étoiles et les galaxies se sont-elles formées? C'est l'évolution stellaire. Vient ensuite l'évolution chimique. Comment ces produits chimiques se sont-ils réunis et se sont synthétisés en ce que nous connaissons aujourd'hui comme tous ces trucs autour de nous, tous ces trucs chimiques? Or, granit, silice, comment sont-ils arrivés? C'est ce qu'on appelle l'évolution chimique. La prochaine chose qui aurait dû arriver, et ces produits chimiques, disons comme les roches, le grès, granit peut-être, sont devenus une structure très spécifique appelée cellule, structure cellulaire, de sorte que la matière inorganique est devenue organique. Donc c'est l'évolution organique. Comment sont venues les cellules? Comment ces structures ont évolué en ce que nous connaissons aujourd'hui comme les cellules? Ce serait donc l'évolution organique. Après l'évolution organique, après la formation de la structure cellulaire, c'est ce que j'appellerais la zoantique. Zo signifie vie. Alors comment cette structure, qui auparavant n'avait pas la vie du tout, est-elle devenue un organisme vivant? C'est l'évolution zoantique. Ensuite vient l'évolution darwinienne, dans laquelle cet organisme ou cette créature s'est multiplié et a continué de se multiplier et a continué de se différencier jusqu'à ce que nous ayons tout le spectre de la classification biologique que nous avons aujourd'hui. Celui qui est en bas de la liste ici est appelé la microévolution. La microévolution, c'est des petites quantités d'évolution dans lesquelles une espèce devient une variation ou une sous-espèce ou un type ou une race. La microévolution a été scientifiquement établie. Personne ne conteste cela. En d'autres termes, l'évolution en tant que changement, oui, c'est acceptable. La question est, est-ce que l'évolution darwinienne a vraiment eu lieu? Et si c'est le cas, avons-nous de bonnes preuves qu'elle est ce qu'elle prétend être? Est-ce vraiment ce genre de processus super clair qui s'est produit? Maintenant, nous arrivons aux fondamentaux, après avoir défini cela comme prémisse. Les principes fondamentaux de l'évolution exigent que certains facteurs soient présentés et
s'impliquent dans le théâtre qui a eu lieu. Donc, en voici 3. Et ensuite, nous ferons les 3 autres. Donc, la théorie de l'évolution exige au moins ces 3-là. Numéro 1, chance. Probabilité. En d'autres termes, tous les événements seraient seulement des événements fortuits. Il n'était pas question d'activité intellectuelle intelligente qui met ces choses ensemble, qui les transforme ensemble. Numéro 2, le temps. Nous avons besoin de temps parce que Charles Darwin a mentionné une phrase latine qui disait « natura non facit altum », signifiant que la nature n'aime pas les sots. Elle n'aime que les petits pas. Donc, s'il est petit et que les changements se produisent sur une période de temps, cela nécessiterait d'énormes quantités de temps, appelées les temps profonds, s'étendant sur des centaines de millions et même des milliards d'années. Le troisième facteur qui est nécessaire est celui des séries, en d'autres termes, des séquences. Ceci, puis ceci, et alors cela. Il y a un ordre. Si vous allez à l'envers, il y aura un recul dans l'évolution. Donc, ça doit être des séries dans lesquelles une séquence est maintenue. Regardons chacun d'entre eux et voyons si, en les mettant à l'épreuve et en les examinant minutieusement, ils passeront le test. Numéro 1, la chance. Nous avons discuté de cela dans la session précédente. La question du hasard et la question de la probabilité. Des événements aléatoires signifient que cela s'est produit arbitrairement. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de séquence réelle. Et cela s'est produit de manière imprévisible. Les règles ne s'appliquent pas là. Donc, nous voulons qu'un certain nombre de chances soient données pour que cela se produise. Avec ce nombre de chances, cela se produirait. Et nous avons vu que cela peut être calculé mathématiquement. Donc, le calcul est appelé la probabilité. C'est donc l'affirmation d'un événement fortuit peut être mise en étude scientifique, une étude mathématique. Si le nombre de chances requis est trop grand, alors l'événement ne s'est pas produit par hasard. C'était plutôt un agent ou une agence intelligente qui a effectivement réalisé cet événement. Nous avons vu que pour établir la loi de la chance est de 10 à la puissance 50. 10 à la puissance 50 est un grand nombre. Donc si un événement aléatoire nécessite plus de chances que cela, il ne s'est probablement pas produit par hasard. Nous avons vu à quel point ce nombre était grand. Disons-le à nouveau en donnant un peu plus de contexte. Si 10 milliards d'humains effectuent un test au rythme de 1 par seconde, alors depuis le début de l'univers, selon la version du Big Bang jusqu'à maintenant, nous aurions effectué environ 10 à la puissance 28 tests. C'est tout. Donc 10 à la puissance 50 est un nombre énorme. Quel est le ratio de probabilité donné à l'ensemble de l'univers depuis le moment où il a commencé, le nombre de secondes, multiplié par le nombre de particules dans l'univers, multiplié par le nombre d'interactions qui auraient pu se produire par seconde? Les mathématiciens ont trouvé un nombre probable. Le ratio de probabilité totale donné à l'univers est de 1 chance sur 10 à la puissance 122. Waouh, c'est un grand nombre. Mais rappelez-vous, nous avons vu que Michael Denton disait que pour qu'il y ait seulement 100 protéines qui se réunissent nécessiterait 1 chance sur 10 à la puissance 2000. Et qu'en est-il d'une cellule entière se réunissant 1 chance sur 10 à la puissance 100 milliards? Bien au-delà de ce que l'univers peut se permettre. Donc, le nombre de chances est simplement trop grand pour affirmer que cela s'est produit par hasard. Si cela ne s'est pas produit par hasard, alors la vie qui a commencé et se perpétue aujourd'hui avait été produite par un agent actif, pas par hasard. Numéro 2, exigence de temps. Vous savez, à cette époque, les gens pensaient que la Terre était jeune, l'univers était jeune. Alors,
C'est ce que George Levin a dit dans l'introduction de l'origine des espèces de Charles Darwin. Il dit, c'était Charles Lyell dans le livre Les principes de la géologie qui a fourni à Darwin la notion essentielle du temps géologique, s'étendant sur des millions d'années au cours desquelles la transformation progressive des espèces en variétés, en sous-espèces et en nouvelles espèces aurait pu tenir. Mais, ces temps postulés, ils disent des milliards, des centaines de millions d'années, des milliards d'années, en réalité, ne suffisent pas pour faire ce qu'ils disent qu'ils ont fait. Le débat n'est pas sur un univers jeune ou un univers vieux, mais plutôt sur est-ce que l'univers vieux, qui aurait 13,72 milliards d'années, fournit suffisamment de temps pour la théorie de l'évolution. Regardez ça. Regardez un calcul. J.J. Simpson est un évolutionniste de renom. Ainsi que les montrent les calculs de J.J. Simpson sur les taux d'évolution, l'aile de chauve-souris, si évoluée par mutation médélienne normale et pression sélective, aurait dû commencer à se développer bien avant l'origine de la Terre. Juste une partie d'un animal requiert plus que l'âge de la Terre entier, 4,5 milliards d'années. Numéro 2. L'origine des espèces de Charles Darwin a un seul diagramme dans lequel il y a des lignes tracées sur une page, ce qui signifie que chaque ligne représentait environ 1 million à 1 milliard de générations. Maintenant, il y avait 10 lignes, donc après 10, c'est devenu une variété. Si l'âge de l'éléphant ou la génération d'un éléphant est de 30 années et chacune de ces lignes vaut 1 milliard. Il faudrait donc 30 milliards d'années pour changer un éléphant en une seule de sa variété. Pas assez de temps. Numéro 3. Les astronomes nous ont dit que des galaxies distantes de 12 milliards d'années-lumière ont été détectées et que cela fait 1368 trillions de kilomètres. Maintenant, comment sont-elles allées si loin? Nous savons que les galaxies se déplacent. Notre propre galaxie se déplace à la vitesse de 19 milliards de kilomètres par an. Même à 10 fois cette vitesse, il aurait fallu à cette galaxie 7000 milliards d'années pour arriver là. Comment cela se compare-t-il aux 13,72 milliards d'années qu'aurait l'univers que nous avons aujourd'hui? Puis la séquence correcte. D'abord l'espèce, puis la variété. L'espèce est le parent, puis la variété. Mais regardez ce que sont les propres mots de Charles Darwin. Il a été frappé à quel point la distinction entre les espèces dans la variété était totalement vague et arbitraire. L'espèce ou le parent était parfois, peu importe celui qui a été découvert en premier, celui qui était le plus commun ou celui dont le nombre était le plus grand ou celui qui était le plus largement distribué. Ce n'est pas une séquence, c'est un autre fait à ajouter. Donc si c'est le cas, alors il est possible que le parent n'était pas vraiment le parent mais la fille, ou la fille n'était pas vraiment la fille mais le parent. Si c'est le cas, la théorie de l'évolution marche à reculons. Maintenant, 3 autres facteurs fondamentaux. L'affirmation est que la similitude révèle une relation entre le père et le fils, la mère et la fille. Numéro 2. Ce sont des changements structuraux qui sont nécessaires pour que nous puissions mieux survivre ou que les organismes puissent mieux survivre. Numéro 3, du deuxième ensemble, qui serait donc le numéro 6, la sélection naturelle de Darwin, en d'autres termes, quelque chose devait être sélectionné. Alors, regardons ces 3 facteurs. Est-ce que la similitude dénote en fait de la généalogie, signifiant la naissance ou donner naissance à la prochaine génération? Un sang commun? Nous n'avons pas de pédigré, écrit Charles Darwin. Nous devons distinguer les communautés de descendance par des ressemblances de toutes sortes. En d'autres termes, aucun des fossiles qui sont enterrés avec un acte de naissance. Alors, comment savoir lequel est lié auquel? Eh bien, nous examinons des similitudes, des ressemblances, a déclaré Charles Darwin. Maintenant, les données scientifiques montrent quelque chose. Elles montrent qu'un organisme qui a un code génétique spécifique, disons organisme A, a un code génétique AA qui donne naissance à ses caractéristiques, nous l'appelons A1. Un organisme B a un code génétique BB qui donne naissance à ses caractéristiques appelées B1.
Nous savons que les codes génétiques, s'ils sont proches les uns des autres, donneront naissance à des caractéristiques proches les unes des autres. Ce qui est accepté, tout le monde le reconnaît. Et donc, ils disent que cela montre bien qu'ils ont changé. Mais non. AA produisant A1 et un ensemble. Nous sommes d'accord. BB produisant caractéristique B1 est un autre set. Mais cela ne veut pas dire que A est devenu B. Pour que A devienne B, nous avons besoin d'une série fluide d'intermédiaires qui montrent que A est devenu un peu différent et puis est devenu B. Mais ça n'a jamais été démontré. Alors voici ce que dit Heribert Nielsen d'Europe, un grand scientifique, un scientifique qui était bien connu là-bas. Il dit « Nous avons également prouvé qu'une similitude morphologique entre les organismes ne peut pas être utilisée comme une preuve d'une relation phylogénétique ou évolutive. En d'autres termes, simplement parce qu'ils sont similaires ne signifie pas que l'un est sorti de l'autre. L'un était la fille de ce parent. » Qu'en est-il d'Austin Clarke? Regardez ces mots. Il n'y a pas la moindre preuve qu'un groupe des principaux groupes est né d'un autre. Cette idée qu'ils ont émergé d'un autre groupe était basée sur la théorie, espérant que la théorie serait établie. Et si la théorie n'était pas établie? Par des informations et des données que nous obtenons de l'archive des fossiles qui s'appelle la paléontologie, et si nous n'obtenons pas ces données, le fait est que nous n'avons toujours pas de données. Le principe fondamental que la similitude est basée sur la généalogie n'est pas encore étayé. Qu'en est-il de savoir si les changements structurels affectent la survie? Voici les mots de Charles Darwin. La moindre différence de structure ou de constitution peut bien faire basculer la balance bien équilibrée dans cette lutte pour la vie et être ainsi préservé. En d'autres termes, ce qu'il dit, c'est que lorsqu'un organisme change un peu, et si ce petit changement est vraiment bénéfique, alors cela sera conservé et transmis de génération en génération. Puis au fur et à mesure que ces structures sont transmises à la génération suivante, un autre bon changement bénéfique arrive et s'ajoute à cela, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous ayons un autre organisme qui est vraiment bien meilleur que le précédent. C'est le sens des changements structurels aidant à la survie. Mais la moindre différence que Charles Darwin a énoncée n'a jamais été décrite. Pourquoi? Parce que ces légers changements n'ont peut-être pas du tout affecté la survie. Regardez cette autre déclaration qu'il a faite. Les habitudes ont changé, sans un changement correspondant de structure. Donc, si les habitudes ont changé, pour aider à la survie, nous n'avons donc pas vraiment besoin de changements structurels pour aider à la survie. Pouvez-vous comprendre ce point? Alors, ce que nous examinons maintenant, c'est l'affirmation qu'il y a des changements structurels. Mais un petit changement de comportement lui-même pourrait faire l'affaire. Par exemple, ils disent que le cou de la girafe était étiré de plus en plus car il s'étendait de plus en plus haut vers le feuillage qui était de plus en plus haut sur les arbres. Vraiment? Pouvez-vous voir à quel point un petit changement de comportement aurait pu compenser cela? Voici donc une petite girafe avec un cou pas si long et elle mange les feuilles à ce niveau-là. Et puis les feuilles à ce niveau-là ont peut-être été mangées. Donc elle a dû atteindre le niveau supérieur. Et elle n'avait pas besoin d'avoir un cou plus long, juste à lever son nez et sa bouche et manger les feuilles plus haut. Et si les feuilles encore plus haut avaient été mangées, alors elle aurait pu se mettre sur ses pattes de derrière, aurait mis ses pattes antérieures sur l'arbre et atteint les feuilles. Il n'y a pas besoin, en d'autres termes, de changer la longueur du cou. Le fait est que nous ne pouvons pas regarder autour et voir des girafes à long cou, des gorilles au cou court
et même d'autres organismes sans coût discernable, comme des mille-pattes, vivant dans le même environnement. Donc évidemment, vous n'avez pas besoin d'avoir ce long cou. Donc les changements vraiment dans la structure n'étaient pas nécessaires. Qu'en est-il de la sélection naturelle? La nature sélectionne uniquement pour le bien de l'être dont elle s'occupe. Est-ce que cette sélection rend l'agresseur plus probable à réussir ou la victime a-t-elle plus de chances de s'échapper? Maintenant, nous devons convenir que la nature est aveugle. Elle ne peut pas voir qui est l'agresseur, qui est la victime. Donc, elle doit favoriser les deux. Donc, si elle sélectionne les deux, vraiment, pouvez-vous appeler ça une sélection? Si elle sélectionne toute la nature dans son entièreté, ce n'est pas vraiment une sélection, d'aucune sorte. Donc, le mot sélection naturelle est donc vraiment remis en question. Est-ce que la nature sélectionne vraiment? Ou est-ce que quelque chose s'est passé qui a donné à tous ces attributs et ils continuent à reproduire leur comportement modelé et leur progéniture à cause du modèle qui leur a été donné au départ? Donc voici les principes fondamentaux. Censés être dans la théorie, le hasard, pas suffisamment de chance. L'exigence de temps profond, il n'y a pas assez de temps. La séquence correcte n'a pas été définie car la fille pourrait être le parent et le parent pourrait être la fille. La similitude dénote une généalogie? Cela n'a pas été établi. Un changement structurel provoque réellement une survie? Cela n'a pas non plus été montré clairement. La sélection naturelle, y a-t-il vraiment sélection en cours? Pas un seul des principes fondamentaux n'a été établi de manière satisfaisante. Nous passerons au suivant dans la prochaine session. Si vous avez apprécié cette présentation avec Dr. Subodh Pandit et vous souhaitez regarder plus de cette série unique de 13 parties gratuitement en ligne, visitez le site web godfactorfiction.com. C'est godfactorfiction.com. Si vous souhaitez commander cette série fascinante sur DVD, elle est maintenant disponible chez White Horse Media. Pour commander de l'intérieur des États-Unis, appelez 1-800-782-4253. Dr. Subodh a écrit 2 livres révélateurs intitulés « Venez et cherchez avec moi, Dieu existe-t-il vraiment ?» et « Venez chercher avec moi, le poids de l'évidence », qui explore davantage les sujets de l'évolution, du théisme, de l'athéisme et de la religion. Pour commander ces livres aux États-Unis, appelez 1-800-782-4253. Si vous habitez en dehors des États-Unis, vous pouvez également les commander facilement sur Amazon.com.